Henri de Montclerc, millionnaire de 75 ans, avait perdu toute confiance en l'humanité. Quand il engagea Margot, une jeune femme de ménage de 25 ans, il décida de la tester de la manière la plus cruelle possible. Il laissa son coffre-fort blindé ouvert avec 5 millions d'euros à l'intérieur, en prétendant avoir quitté la maison. Ce qu'il vit à travers les caméras de surveillance l'ébranla tellement que cela changea à jamais sa vision des gens. Margot ne fit pas ce qu'Henri attendait. Elle fit quelque chose de complètement inattendu qui le fit pleurer et révéla un secret qu'aucun des deux n'imaginait. Le château de Montclerc se dressait majestueusement dans les collines de Provence, près d'Aix-en-Provence. Henri de Montclerc, à 75 ans, était l'un des hommes les plus riches de France, mais toute sa fortune n'avait pu lui acheter la seule chose qu'il désirait vraiment, des personnes sincères autour de lui. Durant les 10 dernières années, Henri avait découvert que quiconque s'approchait de lui n'avait qu'un seul intérêt, son argent. Son neveu avait tenté de le faire déclarer incapable pour s'approprier l'héritage. Sa nièce avait volé 100 000 euros sur son compte personnel. Même son médecin de confiance avait gonflé les factures pendant des années. La goutte qui fit déborder le vase fut quand il découvrit que sa gouvernante de 20 ans vendait ses objets d'art sur Internet. Cette femme, qu'il appelait Papy Henri, avait transformé sa demeure en marché noir d'antiquité. Depuis lors, Henri vivait seul dans le château de 400 mètres carrés, entouré uniquement de caméras de surveillance et d'amertume. Mais à 75 ans, il avait besoin d'aide pour entretenir la maison. C'est alors qu'arriva Margot Dubois. 25 ans d'un petit village de Bretagne, elle était venue à Paris avec une valise en carton et un rêve. Obtenir une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle travaillait comme femme de ménage pour financer ses études et envoyait encore de l'argent à ses parents qui luttaient pour maintenir leur petite épicerie. Pendant l'entretien, Margot ne demanda pas le salaire ou les avantages. Elle voulut savoir si elle pouvait nettoyer la bibliothèque sans déplacer les livres et si Henri avait des allergies alimentaires. Henri l'engagea, mais il avait déjà un plan en tête. Le lendemain matin, Henri exécuta son test final. Il ouvrit délibérément le coffre-fort blindé dans son bureau, laissant 5 millions d'euros en billets bien visibles. Il annonça qu'il sortait pour un rendez-vous qui durerait tout l'après-midi. Il se cacha dans sa pièce secrète à l'étage supérieur, d'où il pouvait contrôler toutes les caméras du château. Il avait fait le même test avec tous les employés des dernières années. Certains résistaient 1 heure, d'autres 1 jour, mais tous finissaient par céder à la tentation. Henri s'installa confortablement devant les moniteurs, prêt à voir Margot prendre l'argent. Il avait déjà préparé le discours de licenciement et la plainte à la gendarmerie. Une autre déception à ajouter à sa collection. Une autre preuve que l'amour de l'argent corrompait toute âme. Mais ce qu'il vit sur les moniteurs le laissa complètement déconcerté. Henri observait les moniteurs avec le scepticisme de quelqu'un qui avait vu trop de fois la même histoire. Margot nettoyait méthodiquement la bibliothèque, traitant chaque livre avec une délicatesse qui le surprit. Elle ne se contentait pas d'épousseter, mais vérifiait les couvertures et remettait en place les volumes légèrement dérangés. Après 1 heure, Margot se dirigea vers le bureau. Henri se pencha en avant, son cœur commençant à battre plus fort. Voilà le moment de vérité. Margot entra et commença à nettoyer le bureau. Le coffre-fort ouvert était parfaitement visible depuis sa position, les billets semblant briller sous la lumière de la lampe. Mais Margot ne regarda même pas dans cette direction. Elle continua à nettoyer le bureau, rangea les stylos dans leur porte-crayon et organisa les documents en pile. Henri attendait que ses yeux se posent sur l'argent, que la tentation prenne le dessus. Au lieu de cela, Margot se retourna et commença à épousseter les étagères du bureau. 1 demi-heure passa, puis 1 heure. Margot travaillait avec une concentration presque méditative, comme si nettoyer cette maison était la chose la plus importante au monde. À un moment, elle s'approcha dangereusement du coffre-fort pour épousseter le tableau qui le dissimulait. Henri retint son souffle. Margot remarqua que le coffre-fort était ouvert. Henri vit le moment exact où elle réalisa ce qu'elle voyait.
Mais au lieu de s'approcher ou de mieux regarder, Margot fit quelque chose de complètement inattendu. Elle s'éloigna immédiatement du coffre-fort, comme s'il était trop chaud pour s'en approcher. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis prit le téléphone et appela le bureau d'Henri. Quand la secrétaire répondit, Margot expliqua avec inquiétude que Monsieur de Montclair avait laissé le coffre-fort ouvert et qu'il avait peut-être oublié de le fermer avant de sortir. La secrétaire lui dit de ne rien toucher et d'attendre son retour. Margot resta pensive quelques minutes, puis prit une décision qui laissa Henri bouche bée. Elle chercha une chaise, la plaça devant le coffre-fort et s'assit. Non pas pour regarder l'argent ou le prendre, mais pour monter la garde. Henri n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Margot avait décidé de protéger son argent. Elle était assise là, dos au coffre-fort, faisant sentinelle comme un soldat. De temps en temps, elle se levait pour continuer à nettoyer d'autres parties de la maison, mais elle revenait toujours vérifier que tout était en ordre. À l'heure du déjeuner, Margot se prépara un sandwich dans la cuisine, mais au lieu de le manger confortablement à table, elle retourna dans le bureau et déjeuna assise sur la chaise devant le coffre-fort. Henri était de plus en plus perplexe. Quel genre de personne était Margot Dubois? À 17 heures, la sonnette du château retentit. C'était un livreur avec un colis. Normalement, Margot aurait ouvert, mais elle expliqua par l'interphone que le maître de maison n'était pas là et qu'il devait repasser le lendemain. Henri réalisa que Margot avait peur de laisser le coffre-fort sans surveillance, même pour les quelques minutes nécessaires à réceptionner un colis. Elle protégeait son argent comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Une demi-heure plus tard, Margot reçut un appel qui la fit pleurer. Henri ne put entendre que sa partie de la conversation, mais il comprit qu'il y avait de graves problèmes chez elle. Les parents de Margot étaient sur le point de perdre leur épicerie car ils ne pouvaient pas payer une dette de 30 000 € à la banque. Margot pleurait en parlant au téléphone, expliquant qu'elle n'avait pas cet argent et que son salaire ne suffirait jamais. Henri la vit regarder désespérément autour d'elle, et pendant un moment, ses yeux se posèrent sur le coffre-fort ouvert. Voilà le moment, pensa Henri. Maintenant, Margot ferait ce que tous les autres avaient fait. Même avec les meilleures intentions, le désespoir la pousserait à prendre cet argent. Mais Margot fit quelque chose qu'Henri n'attendait pas. Elle se leva de sa chaise, s'approcha du coffre-fort et le ferma avec détermination. Elle tourna la combinaison pour s'assurer qu'il était bien scellé, puis retourna à sa chaise et continua de pleurer en silence. Henri réalisa que Margot venait de renoncer à la possibilité de sauver sa famille plutôt que de trahir sa confiance. Et il ne savait même pas qui était vraiment cette fille extraordinaire. Henri resta assis devant les moniteurs, complètement bouleversé par ce qu'il venait de voir. En 75 ans de vie, il avait rencontré des milliers de personnes, mais jamais il n'avait vu quelqu'un se comporter comme Margot. La jeune fille venait de renoncer à la chance de sauver sa famille plutôt que de violer sa confiance. Margot était encore assise devant le coffre-fort fermé, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle regardait le téléphone. Henri comprit qu'elle réfléchissait à comment dire à ses parents qu'elle ne pouvait pas les aider. Cette image le frappa droit au cœur. Pour la première fois depuis des années, Henri ressentit quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais, une émotion authentique. Il descendit de sa cachette et se dirigea vers l'entrée principale, faisant du bruit comme s'il rentrait vraiment. Margot accourut à sa rencontre, les yeux encore rouges, mais essayant de cacher sa détresse. Elle s'excusa immédiatement pour le coffre-fort, expliquant qu'elle l'avait trouvé ouvert et avait eu peur de le laisser sans protection. Henri lui demanda si tout allait bien, si quelque chose s'était passé pendant son absence. Margot hésita un moment, puis sourit de façon forcée et dit que tout était parfait. Henri insista, remarquant qu'elle semblait troublée, et finalement Margot s'effondra. Entre les larmes, elle lui raconta l'appel de ses parents. Leur petite épicerie était en crise depuis des mois. L'arrivée d'un supermarché dans leur village avait réduit de moitié la clientèle. Maintenant, la banque voulait fermer le magasin, car il ne pouvait pas payer une dette de 30 000 €. Margot expliqua qu'elle était venue à Paris précisément pour cela, pour gagner assez d'argent pour aider sa famille.
Mais avec son salaire de femme de ménage et les frais universitaires, elle ne pouvait envoyer que 300 € par mois à la maison. Cela ne suffirait jamais pour sauver l'épicerie. Henri écoutait en silence, le cœur se serrant de plus en plus. Cette jeune fille travaillait 18 heures par jour entre l'université et le travail ménager, vivait dans une chambre partagée avec 3 autres étudiantes, se nourrissait de sandwichs et de pâtes nature, tout pour aider sa famille et réaliser son rêve d'obtenir son diplôme. Margot s'excusa d'avoir pleuré devant lui, disant qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans ses problèmes personnels. Elle trouverait un moyen d'aider ses parents, peut-être un second travail. Henri resta silencieux quelques minutes, réfléchissant. Puis il lui dit qu'il devait vérifier quelque chose dans son bureau et lui demanda de l'accompagner. Dans le bureau, Henri s'approcha du coffre-fort et commença à tourner la combinaison. Margot s'éloigna immédiatement, expliquant qu'elle ne voulait pas voir la combinaison pour ne pas se tenter elle-même ou d'autres. Mais Henri l'arrêta. Il lui expliqua que ce matin-là, il avait laissé le coffre-fort ouvert exprès. C'était un test qu'il faisait subir à tous ses employés pour découvrir qui ils étaient vraiment. Tous, sans exception, avaient échoué au test. Margot le regarda choquée. Henri expliqua qu'après des années de trahison, il avait perdu confiance en l'humanité. Mais ce que Margot avait fait ce jour-là lui avait enseigné quelque chose de précieux. Il existait encore des personnes honnêtes dans le monde. Il ouvrit le coffre-fort et sortit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait 50 000 € en liquide. Il la lui tendit en disant qu'elle l'avait mérité, non seulement pour avoir réussi le test, mais pour lui avoir rendu la foi en l'humanité. Margot regarda l'enveloppe sans la prendre, les larmes coulant à nouveau sur son visage. Elle dit qu'elle ne pouvait accepter cet argent, qu'elle n'avait rien fait de spécial. Elle avait seulement fait ce qui était juste. Henri sourit pour la première fois depuis des mois. Il lui expliqua que c'était précisément cela qui était spécial, faire ce qui est juste quand personne ne regarde et quand il n'y a pas de récompense. Mais ce qu'Henri était sur le point de découvrir sur Margot changerait complètement sa vie et la signification de ce test. Margot regardait l'enveloppe les yeux emplis de larmes, mais ne la prenait toujours pas. Henri était perplexe. Il venait d'offrir à cette jeune fille plus que ce que ses parents gagnaient en 2 ans. Pourquoi hésitait-elle encore? Margot essuya ses larmes et regarda Henri droit dans les yeux. Ce qu'elle dit l'ébranla profondément. Elle ne pouvait accepter cet argent car il ne lui appartenait d'aucune façon. Elle n'avait fait que son devoir, et le devoir ne se monnaie pas. Mais il y avait autre chose qu'elle devait lui dire. D'une voix tremblante, Margot commença à raconter une histoire qu'Henri n'attendait pas. 2 ans auparavant, quand elle venait d'arriver à Paris, elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant du centre. Un soir, en nettoyant les tables, elle avait trouvé un sac à main oublié par un client. À l'intérieur, il y avait des documents. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Des cartes de crédit et 2000 € en liquide. Margot avait tout remis au propriétaire du restaurant pour qu'il le rende au client. Mais le lendemain, elle découvrit que l'homme avait gardé l'argent pour lui, disant au client que le sac ne contenait que les documents. Cette nuit-là, Margot avait pleuré pendant des heures, non pas pour l'argent qu'elle aurait pu garder, mais parce qu'elle avait réalisé à quel point le monde pouvait être cruel envers les personnes honnêtes. Elle s'était promis de ne jamais permettre que la cupidité des autres la change. Henri écoutait, fasciné. Il commençait à comprendre que Margot n'était pas seulement honnête par nature, mais qu'elle avait fait un choix conscient de le rester malgré les déceptions. Margot continua en expliquant que quand elle avait vu le coffre-fort ouvert ce matin-là, elle avait immédiatement compris que c'était un test, non pas parce qu'elle était particulièrement intelligente, mais parce qu'elle avait déjà entendu des histoires de riches qui testaient leurs employés de manière similaire. Henri resta sans voix. Margot avait su dès le début que c'était un test et avait quand même agi avec honnêteté, mais Margot n'avait pas fini. D'une voix de plus en plus émue, elle révéla qu'elle connaissait Henri bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas un hasard si l'agence l'avait proposé pour ce travail. Margot avait spécifiquement demandé à travailler pour lui. Henri était perplexe. Pourquoi Margot aurait-elle voulu travailler précisément pour lui?
Margot alla à son sac et sortit une coupure de journal jaunâtre. C'était un article d'il y a 3 ans sur les dons d'Henri à un hôpital pour enfants de Lyon. L'article expliquait qu'Henri avait payé de sa poche les traitements médicaux de 15 enfants malades, mais avait demandé que son identité reste secrète. Margot expliqua que l'un de ses enfants était son cousin, Pierre. Le petit garçon avait une malformation cardiaque qui nécessitait une opération très coûteuse. La famille n'avait pas l'argent pour l'intervention et l'assurance maladie ne couvrait pas ce type de chirurgie expérimentale. Un jour, sans explication, l'hôpital avait appelé pour dire qu'un bienfaiteur anonyme avait payé tous les frais médicaux de Pierre. L'opération avait été un succès parfait et maintenant, Pierre était un enfant en bonne santé et heureux. Margot avait découvert l'identité du bienfaiteur seulement par hasard, quand une infirmière avait laissé tomber accidentellement un document avec le nom d'Henri. Depuis, elle avait fait des recherches sur lui et découvert qu'il faisait des dons anonymes depuis des années, hôpitaux, écoles, orphelinats, familles nécessiteuses. C'est pourquoi Margot avait voulu travailler pour lui. Non pas pour l'argent ou l'opportunité, mais parce qu'elle voulait connaître l'homme qui avait sauvé la vie de son cousin. Elle voulait comprendre quel genre de personne faisait le bien sans rien demander en retour. Henri était bouleversé. Pendant des années, il avait pensé être entouré seulement de personnes intéressées par son argent. Et voilà qu'il avait devant lui une jeune fille qu'il avait cherchée parce qu'elle admirait sa générosité. Margot conclut en expliquant que c'est pourquoi elle ne pouvait accepter son argent. Henri avait déjà tant fait pour sa famille en sauvant Pierre. Il ne serait pas juste d'accepter davantage. Henri resta silencieux de longues minutes, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Puis il fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il se mit à pleurer. C'étaient des larmes de soulagement, de joie, d'émotion. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment compris et apprécié pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Mais Henri avait aussi un secret à révéler, quelque chose qui changerait à jamais la vie de Margot. Henri essuya ses larmes et regarda Margot avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il y avait de la tendresse, de la gratitude, mais aussi quelque chose d'autre qui ressemblait à une décision importante. Il lui demanda de s'asseoir, car il avait quelque chose de très important à lui dire. Henri commença par expliquer que le test du coffre-fort n'était pas seulement un moyen de démasquer des personnes malhonnêtes. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. Il avait 75 ans, n'avait pas d'enfant, et son frère était mort 10 ans auparavant. Ses seuls parents étaient le neveu et la nièce, tous deux intéressés uniquement par son héritage. Pendant des années, Henri avait cherché quelqu'un à qui laisser non seulement son argent, mais ses valeurs, sa vision du monde, son engagement à aider les autres. Il avait testé des dizaines de personnes, employés, collaborateurs, bénéficiaires de ses dons, mais tous avaient échoué. Le test du coffre-fort était l'examen final pour trouver son héritier moral. Il ne cherchait pas quelqu'un qui ne volerait pas son argent. Il cherchait quelqu'un qui mériterait d'hériter de la responsabilité de faire le bien dans le monde. Henri continua en expliquant que ces dernières années, il avait créé une fondation caritative qui gérait une grande partie de sa richesse. La fondation aidait les familles nécessiteuses, finançait la recherche médicale, soutenait de jeunes talents comme Margot, mais il avait besoin de quelqu'un de confiance pour la diriger quand il ne serait plus là. Tout l'argent qu'Henri avait dépensé pour les dons anonymes au fil des années, y compris l'opération de Pierre, provenait de cette fondation. Maintenant, il avait besoin de quelqu'un qui partageait sa vision pour continuer ce travail. Henri se leva et alla au coffre-fort. Il sortit un dossier épais et le posa sur le bureau devant Margot. C'était son testament, modifié ce jour même après avoir vu le comportement de Margot à travers les caméras. Margot était la nouvelle héritière principale d'Henri de Montclair, non seulement de son argent, mais de la responsabilité de gérer la fondation qui aidait des milliers de personnes. C'était une responsabilité énorme, mais Henri était convaincu que Margot était la bonne personne. Henri ajouta qu'évidemment, il résoudrait aussi immédiatement le problème de l'épicerie de ses parents, non pas comme paiement pour avoir réussi le test, mais comme premier acte de leur collaboration.
Margot continuerait ses études, mais commencerait aussi à apprendre comment gérer la fondation. Margot trouva finalement sa voie pour parler. Elle dit à Henri qu'elle était honorée de sa confiance, mais qu'elle ne se sentait pas à la hauteur d'une si grande responsabilité. Elle n'était qu'une étudiante de province qui ne savait rien de la gestion de grosses sommes d'argent. Henri sourit et lui dit que c'était précisément pour cela qu'il l'avait choisie. Les gens qui croyaient tout savoir sur l'argent oubliaient souvent son véritable but. Margot, qui avait toujours eu peu, savait combien chaque euro était important et comment il pouvait changer la vie des gens. D'une voix tremblante, Margot accepta. Non pas pour l'argent ou le pouvoir, mais parce qu'elle comprenait qu'Henri lui offrait l'opportunité de faire la différence dans la vie de milliers de personnes, exactement comme il l'avait fait pour Pierre. Henri l'embrassa comme un père embrasse sa fille. Pour la première fois depuis des années, tous deux sentirent qu'ils avaient retrouvé une famille. 6 mois plus tard, la vie de Margot avait complètement changé, mais pas de la façon dont beaucoup l'auraient imaginé. Elle ne vivait pas dans le luxe, mais avait trouvé son but dans le monde. Chaque matin, elle se levait à 6 heures pour étudier, puis passait l'après-midi dans les bureaux de la Fondation Montclair, apprenant d'Henri comment transformer l'argent en espoir. L'épicerie de ses parents avait été sauvée et prospérait maintenant grâce à un programme de la Fondation qui soutenait les petits commerces dans les villages en difficulté. Jean et Marie Dubois ne savaient pas que leur salut était arrivé par leur fille, car Margot avait demandé à Henri de garder l'anonymat même avec eux. Margot avait terminé sa licence d'histoire de l'art avec mention très bien, mais avait découvert que sa vraie passion était d'aider les gens. Sous la guidance d'Henri, elle avait appris à évaluer les projets caritatifs, gérer les dons, créer des programmes de soutien pour les familles nécessiteuses. La Fondation avait aidé des centaines de familles en ces 6 mois. Des enfants malades qui avaient reçu des soins gratuits, de jeunes talents qui avaient obtenu des bourses d'études, des personnes âgées seules qui avaient trouvé de l'assistance. Margot s'était rendu compte que chaque histoire était similaire à la sienne. Des personnes honnêtes qui se trouvaient en difficulté et avaient seulement besoin d'une chance. Henri, de son côté, avait retrouvé la joie de vivre. Voir Margot grandir dans son nouveau rôle lui avait rendu l'enthousiasme pour ses projets. Il ne se sentait plus comme un homme seul et amer, mais comme un mentor qui formait sa successeur. La relation entre Henri et Margot était devenue celle d'un grand-père et d'une petite fille. Ils déjeunaient ensemble chaque jour, discutant de philosophie, d'art et du sens de la vie. Le château de Provence s'était transformé d'un mausolée silencieux en une maison pleine de vie. Un jour de printemps, en révisant ensemble les projets de la Fondation pour l'année suivante, Henri dit qu'il devait lui faire un aveu. Il expliqua que le test du coffre-fort n'avait pas été la première fois qu'il l'observait. 3 mois avant de l'engager, Henri avait mené des enquêtes approfondies sur elle. Il avait engagé un détective privé pour la suivre pendant 1 semaine. Le détective avait rapporté que Margot partageait toujours sa nourriture avec les colocataires plus pauvres, qu'elle aidait une dame âgée de l'immeuble à faire ses courses, qu'elle avait donné ses économies à une camarade d'université pour payer un examen médical. Henri avait compris dès lors que Margot était spéciale. Le test du coffre-fort n'avait été que la confirmation finale de ce qu'il savait déjà. Il avait trouvé l'héritier moral qu'il cherchait depuis des années. Margot sourit, non pas fâchée d'avoir été espionnée, mais touchée par le fait qu'Henri avait vu quelque chose de bon en elle avant même de la connaître personnellement. Henri sortit un dernier document du coffre-fort. C'était un projet qu'il avait en tête depuis des années, mais qu'il n'avait jamais réalisé. Il voulait créer un réseau de jeunes comme Margot dans toute la France, des personnes honnêtes et déterminées qui pourraient gérer des fondations caritatives dans leur région. Le projet s'appelait Réseau d'espoir et devait identifier et former une nouvelle génération de philanthropes qui partageraient les valeurs d'Henri et Margot. Margot regarda le projet les yeux brillants. C'était parfait. Au lieu de concentrer tout le pouvoir en une seule personne, il créerait un réseau de personnes exceptionnelles qui apporteraient l'espoir dans chaque coin de France. Ce soir-là, en dînant avec Henri sur la terrasse qui dominait la campagne provençale,
Margot pensa au voyage incroyable qu'il avait mené d'une femme de ménage, gardant un coffre-fort ouvert à une femme responsable de changer des milliers de vies. Le test d'Henri avait révélé bien plus que ce qu'ils imaginaient tous les deux. Il n'avait pas seulement découvert l'honnêteté de Margot, mais avait créé un lien qui apporterait l'espoir à des gens qui ne savaient même pas qu'ils en avaient besoin. Henri regarda Margot souriant, en contemplant les lumières d'Aix-en-Provence au loin. Il avait 75 ans, mais pour la première fois, il se sentait immortel. Son héritage le plus important n'était pas l'argent ou les propriétés, mais les valeurs qu'il avait transmises à une fille extraordinaire qui les porterait pendant des générations. Margot leva les yeux et croisa le regard d'Henri. Sans dire un mot, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Une famille construite non sur le sang ou l'intérêt, mais sur la confiance, le respect et le partage d'un rêve commun. Le test du coffre-fort était terminé, mais leur histoire ensemble ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir sur la valeur de l'honnêteté, mettez un like et partagez. Margot et Henri prouvent qu'il existe encore des personnes en qui on peut avoir confiance dans ce monde. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui touchent le cœur. Activez la cloche. Souvenez-vous, l'honnêteté n'est pas seulement une vertu, c'est un investissement dans l'avenir. Celui qui fait ce qui est juste quand personne ne regarde est une personne sur laquelle on peut construire un monde meilleur.